Espace Santé, Instant Santé, voilà plus précisément. Madame Danonde, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va. Parfait. On a promis aux téléspectateurs hier Ouais. qu'aujourd'hui, on va continuer donc la démonstration des gestes de premier secours. Bien sûr. On revient sur le plateau aujourd'hui avec nos amis de la Croix-Rouge. Monsieur, qui sont là, vous avez déjà vu le matériel, comment on appelle ça déjà? Le mannequin qui est couché. Le mannequin qui est couché. On va certainement faire des démonstrations sur lui. Oui. Si tout va bien. Oui, si tout va bien. Parfait. Mais tout ira bien. Donc aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Aransou Frédéric, accompagné de son collaborateur, monsieur Razak Abiaye. Merci à vous d'être là. Adebiaye, voilà, pour être précise. Alors, directement, pour faire court, allons à l'essentiel. Est-ce que tout le monde peut porter secours sur la voie publique face à un accident? Oui, tout le monde peut porter secours à condition qu'il ait appris les gestes de premier secours. Donc, il faut forcément avoir une formation en la matière. Oui, sinon on va poser des gestes pour aggraver encore le cas de l'accidenté. Or, lorsqu'on porte premier secours, c'est pour remettre aux agents de santé une victime qui peut vite guérir. Alors, lorsque vous aggravez son cas, là, tout est gâté. Tout est gâté. Oui. Et est-ce qu'avec ce qu'on a eu à faire ici, ce qu'on a commencé par faire depuis jeudi, et avec professeur Zoumenou, depuis mercredi avec professeur Zoumenou, et vous hier, ça seulement suffit-il pour que le citoyen qui nous suit se dit « je peux porter secours » Oui, il doit forcément faire une formation. Oui, c'est déjà un début. D'accord. C'est déjà un début parce que désormais, ils savent que lorsqu'il y a un accident, avant d'agir, il faut qu'ils pensent à leur propre sécurité. Ils savent que lorsque la personne est sur le ventre, il faut retenir cette personne pour pouvoir faire les examens. S'ils font bien les examens, il faut une formation. S'ils font bien les examens, la personne est inconsciente et respire. Il faut faire la PLS. Ils peuvent désormais faire la PLS parce qu'ils ont déjà vu au moins ça 2 fois. Maintenant, si la personne inconsciente ne respire pas, il faut faire la réanimation cardio-pulmonaire. Et ce serait la suite aujourd'hui. Et on va ajouter d'autres gestes si on a un peu de temps. OK, parfait. Alors, ce sont les questions que les gens nous ont posées hier. Est-ce que ça nous suffit? Vous avez demandé qu'on suive ça en ligne et puis qu'on s'applique. Est-ce que ça nous suffit pour franchement porter secours? Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Oui, ce n'est qu'un début. D'accord, c'est déjà quelque chose. Il faut donc de la démonstration sur ce que nous allons faire. On va demander à Razak Adebiaye de venir au centre du Notre plateau témoin du jour, avec, M. Ganiou, a cédé sa place à quelqu'un d'autre. Voilà. Venez s'il vous plaît. On a un autre témoin aujourd'hui. OK, donc on... Un autre cobaye. Le cobaye, le voilà. C'est vrai que ce n'est pas M. Ganiou, c'est un autre. Okay. On commence par lui d'abord. Venez, monsieur. Parfait. Venez. Voilà. Alors, monsieur Adebiaye, dites-lui comment les choses vont se passer. Alors, donc, pour le retournement, il devra être couché sur le ventre. On puisse le retourner pour le ramener sur le dos. Alors, couchez-vous sur le ventre? Oui, sur le ventre. Alors, donc, je suis secouriste. Je vois l'accidenté couché sur le ventre comme ça. Donc, comme on l'a dit, il n'y a pas de suspicion de lésion vertébrale, donc je vais le ramener sur le dos. Pour le ramener sur de lésion vertébrale, c'est-à-dire, soyez plus simple pour les téléspectateurs. Oui, parce que là, on ne voit pas la colonne vertébrale affectée. D'accord. S'il y a un problème au niveau de la colonne vertébrale, le secouriste ne doit pas retourner, il doit garder la personne comme ça jusqu'à l'arrivée. Comment est-ce que le secouriste peut se rendre compte que le monsieur ou bien la victime couchée, comme nous voyons là, a des problèmes au niveau de la colonne vertébrale? Par exemple, lorsque la victime est consciente, elle peut dire qu'elle sent comme des fourmillements au niveau de son dos. Si vous entendez cela, pas question de toucher la personne. Il faut attendre l'arrivée des secours spécialisés. Et il reste comme ça, jusqu'à ce que les secours interviennent. On va juste libérer les voies respiratoires, s'assurer qu'ils respirent en attendant l'arrivée des secours. Comment est-ce qu'on libère les voies respiratoires? Montrez-nous, s'il vous plaît. D'accord, merci. Alors, pour la libération des voies respiratoires, il suffit juste de mettre une main au niveau du front de la victime, 2 doigts dans le creux du menton et basculer sa tête un peu vers l'arrière. Juste comme ça. Vous pouvez reprendre légèrement, on va voir. Donc la main sur le front, 2 doigts dans le creux du menton et je peux basculer la tête vers l'arrière, juste comme ça. Voilà, les voies respiratoires sont ouvertes. Parce que lorsque la victime est comme ça, même nous-mêmes, conscients comme ceci, on a du mal à respirer. Quand on a la tête baissée. On a la tête baissée comme ça, on a du mal à respirer. Alors que lorsqu'on a la tête inclinée vers le haut comme ça, on respire normalement. Donc c'est juste ce geste-là. Et puis la libération des voies respiratoires peut aller plus loin. Au niveau de la ceinture par exemple.
il faut desserrer la ceinture. Si la personne a un nœud, une cravate, on peut aussi desserrer légèrement. Alors, hier, on avait déjà montré comment est-ce qu'on retourne la personne dans la position normale qu'il faut. Est-ce que vous pouvez reprendre effectivement ce matin pour nous? Alors donc, dès que j'arrive en tant que secouriste, je vais voir la position de la nuque de la victime. Je me mets du côté de la nuque, à genoux, au moins un genou au sol. Bon, moi, je suis à l'aise avec les deux. Vous me permettez, je vais vous demander de vous repositionner. D'accord. Votre mannequin et vous. D'accord. Dans une position horizontale. Voilà, on va demander à notre ami. Voilà, il faut vous lever. J'espère que vous le donnez. Vous vous couchez sur le ventre, la tête de ce côté. Voilà, la tête de ce côté. Voilà. Parfait, pour permettre aux gens de mieux voir. Suivre. C'est ça. Voilà, exactement. Donc, comme je disais, je vais voir la position de la nuque. Je me mets du côté de sa nuque. Le membre supérieur qui est du côté de la nuque, je le prends par les articulations, le poignet et le coude. Je mets le long de la nuque. Le second membre supérieur, je prends toujours par les articulations et je le mets le long du corps. D'accord. Maintenant, je vais tenir ma victime au niveau de son épaule et de la taille, tout en maintenant le membre supérieur. D'accord. Alors, si vous êtes collé à la victime, peu importe votre force, vous ne pouvez pas la retourner. D'accord. Donc, il ne faut pas être collé à la victime. Il ne faut pas être collé à la victime, il faut donner un peu d'espace. D'accord. Retourner la victime, vous allez voir en un premier temps, le membre supérieur qui était le long de la nuque, le bras va protéger la tête et le cou. Donc la tête et le cou de la victime va se reposer sur le bras. Et donc le secouriste va changer la disposition de ça, mais maintenant pour protéger la tête et le cou. Et ici également au niveau du second membre supérieur. Et chaque fois que je vais derrière, vous allez voir, la victime vient avec moi jusqu'à se poser totalement sur le dos. D'accord. Comme on l'a dit hier, ce n'est pas automatique, systématiquement. Non. Je l'arrange maintenant et je m'assure que la tête, cou, tronc, jambe est respectée, elle est bien droite avant de commencer l'évaluation de son état pour voir ensuite les gestes qu'il faut pour la secourir. Alors, là maintenant, après cette étape, que faire lorsqu'on constate que la victime respire, mais ne réagit quand même pas? Très bien. Alors, elle respire, mais elle est inconsciente. Elle ne réagit pas. On va la mettre en position latérale de sécurité, comme le disait l'instructeur Frédéric. C'est-à-dire? Voilà. Pour la position latérale de sécurité, on va la mettre sur le côté. On va libérer les voies respiratoires pour lui permettre de continuer par respirer. Première chose à faire, c'est de prendre son membre supérieur qui est du côté où je veux la retourner. C'est-à-dire son bras gauche. Voilà, ici, dans ce cas, son bras gauche. Donc, je vais former un angle droit. Donc, le bras est perpendiculaire au corps et l'avant-bras est parallèle au corps. Comme ça, un angle de 90 degrés. Première chose à faire. Deuxième chose, je viens prendre son membre supérieur qui est de l'autre côté et je fais paume contre paume. Je ne croise pas les doigts. Paume contre paume, soutiens le coude et je vais mettre ça au niveau de sa tempe. Donc, de façon descendante, les doigts de la victime touchent le sol et mes doigts également touchent le sol. Comme ça. Maintenant, je vais prendre son membre inférieur qui est loin de moi. Donc, le membre inférieur qui est de l'autre côté. Vous parlez je dirais, son pied. Voilà. Donc, voilà. Laissez faire. Voilà. Donc, je soulève le membre inférieur, approche le talon des fesses correctement, je mets la main sur le genou. Et même chose comme pour le retournement, si je suis collé, la victime dans le retournement va venir tomber sur moi. Donc, je libère, je donne un peu d'espace pour qu'elle puisse venir s'installer ici. Donc, je bascule jusqu'à ce que son genou touche le sol d'abord. Le genou de la victime doit toucher le sol. Vient au sol. D'accord. Voilà. Une fois le genou de la victime vient au sol, vous allez voir que je suis coincé. Alors, je vais tenir maintenant son coude pour me libérer. Je libère ma main et je mets son coude sur son avant-bras. À ce niveau, je vais ouvrir les voies respiratoires, comme je l'ai dit. Donc, la main sur le front, deux doigts dans le creux du menton et je bascule sa tête vers l'arrière pour lui permettre de continuer à respirer correctement. Et je viens au niveau des membres inférieurs ici. Je forme encore l'angle droit comme je l'ai fait en haut. Donc, l'angle droit. Alors, donc, c'est ça la position latérale de sécurité, la disposition dans laquelle elle est position. Latérale parce qu'elle est sur le côté et sécurité parce que la voie respiratoire est ouverte et il y a un angle droit en haut, un angle droit en bas, donc la victime est stable. Alors, M. Adebiaye, ce à quoi on assiste régulièrement dans notre pays, c'est la curiosité des gens qui viennent se regrouper autour de la victime de l'accident. Quelle est l'attitude correcte à adopter dans ces situations?
Alors, dans la foule, il y a tout le monde. Oui. Il y a des curieux qui sont juste là pour observer, mais il y a aussi des gens qui peuvent vous aider, vous en tant que secouriste. Donc, vous pouvez leur demander de reculer un peu pour donner un peu d'espace vital à la victime. Mais au même moment, ça peut être des gens qui peuvent vous aider. S'il n'y a pas de triangle pour faire le balisage, vous pouvez leur demander, ils peuvent servir à reculer d'autres personnes, à réguler la circulation, ainsi de suite. Donc, ce sont ces badauds-là que le secouriste peut encore utiliser. Donc, ce n'est pas les chasser pour qu'ils partent totalement. Il peut y avoir des proches de la victime qui peuvent reconnaître qui a appelé, ainsi de suite. Alors, revenons à la victime. La voilà dans cette situation-là. Quelle est la suite de la procédure avec le secouriste? Très bien. Alors, donc, une fois la position latérale de sécurité terminée, c'est une position d'attente. Donc, en attendant l'arrivée des secours, même si elle est inconsciente, il faut lui parler. D'accord. Il faut parler à la victime pour faire le soutien psychologique. Parce qu'en premier secours, le soutien psychologique est indispensable. Ça va faire que dans 2-3 minutes, normalement, dans cette position, la conscience peut revenir et vous pouvez toujours la soutenir. Ok, mais monsieur Awansou, à quel moment faire appel au... Comment on l'appelle? Au sapeur-pompier, au SAMU et consorts, oui. À quel moment? Bon, ce qu'on a encore repris aujourd'hui, il faut assurer la sécurité. Il faut être sûr que lorsque je suis en train de travailler, je suis en sécurité. D'accord. Avant de leur faire appel, il faut savoir de quoi la victime souffre. D'accord. D'accord. Donc, c'est à cette étape, par exemple, qu'on a vu que notre victime est inconsciente, ne respire pas. Donc, dès que je vais prendre mon téléphone, donc c'est après les heures là que je prends maintenant mon téléphone pour dire « Allô, sapeur-pompier, allô, Samy, j'ai une victime qui est inconsciente, mais qui respire. » Donc, sans faire les amis, je ne peux pas demander de l'aide. Donc là, maintenant, il y a un peu comme un message qui doit contenir des informations précises. Et ça concerne l'état de la victime. On dit qu'on évalue l'état de la victime ou bien l'état de la personne blessée. D'accord. Donc, vous assurez la sécurité, vous faites l'évaluation de l'état et maintenant, vous faites l'alerte. Vous demandez de l'aide. Et dans l'alerte, il faut dire ce dont souffre la victime, ce que vous avez constaté. On commence même par la situation géographique, ça s'est passé où? D'accord. Si ça là c'est mal fait, c'est en ce moment que vous voyez les sapeurs-pompiers se perdent la voie, tout ça là. Donc il faut préciser la nature de l'accident. Est-ce que c'est un véhicule qui a caillé un piéton ou bien ainsi de suite? Le nombre de victimes. Parce que s'ils n'ont pas un nombre de victimes, ils ne peuvent pas savoir ce qu'il faut mobiliser comme matériel pour venir. On peut avoir une personne blessée, 2, 3, 4, ou bien le sang gicle quelque part, tout ça là. Leur état apparent, d'accord? OK. Ce que vous êtes déjà en train de faire. D'accord. Ça veut dire que vous vous êtes présenté. Je suis Awansou Frédéric Vigien, je suis instructeur en premier secours et je suis en train de mettre ma victime en position latérale sécurité, par exemple. D'accord. Maintenant, s'ils ont des questions supplémentaires, ils me posent et je réponds. S'ils ont des instructions, ils me donnent et je suis les instructions en attendant leur arrivée. Alors, Madame Lalonde, moi, j'aimerais bien demander à M. Awansou, on observe dans la ville que lorsque les sapeurs-pompiers, malgré la sirène de leur véhicule, arrivent dans un feu tricolore ou bien quelque part où la voie est bouchée, il y a de ces citoyens qui ne veulent pas vraiment laisser la voie pour que les sapeurs-pompiers puissent passer. Et quand ils réussissent à passer, il y a d'autres qui les suivent avec la vitesse. Alors, cette attitude, qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Donc d'abord, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ceux-là qui suivent les sapeurs-pompiers, ils n'ont pas la même mission que les sapeurs-pompiers. Ils peuvent créer d'autres accidents. Et lorsqu'on a la sirène des sapeurs-pompiers, il faut laisser la voie. Seulement aux sapeurs-pompiers. Et ne pas les... Parce qu'eux, ils ont une mission, ils veulent aller sauver des gens. Ben, vous avez remarqué, lorsqu'ils les suivent parfois, ils leur bloquent encore la voie. Parce qu'il y a des gens qui veulent même les dépasser. Or, ils ont un temps pour faire pour aller sauver. Donc, obligatoirement, il faut céder le passage. Il faut céder. Il faut céder. Donc, quand on entend la sirène, il faut céder. D'accord. Oui. Alors, je vais revenir à M. Razak. Après avoir constaté, sinon, après une victime qui est inconsciente mais qui respire, que faire face à une victime qui ne respire pas et qui n'est pas consciente non plus? Oui, qui ne réagit pas. D'accord, merci beaucoup. Donc, cette victime en position latérale de sécurité, comme je dis, chaque minute, je dois revoir la conscience et la respiration. Donc, c'est ça qui peut amener à voir peut-être qu'il n'y a plus de respiration et l'état de conscience n'a pas changé. Alors là, il faut faire ce qu'on appelle la réanimation cardio-pulmonaire. La réanimation cardio-pulmonaire qui n'est rien d'autre que des compressions sur le thorax et les insufflations. Donc, envoyer de l'air à la victime bouche à bouche, ou bouche à nez ou bouche à bouche-nez. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire lorsque la personne est inconsciente et ne respire pas. Oui. D'accord. Maintenant,
face à une hémorragie, à un patient, à une victime qui saigne quelque part, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, en premier secours, l'hémorragie, le saignement est la première urgence. Donc, même devant quelqu'un qui est inconscient, qui ne respire pas, c'est celui qui a l'hémorragie. Si cette personne a encore une hémorragie, c'est l'hémorragie qu'il faut d'abord arrêter avant de dire qu'on veut la réanimer. D'accord. Sinon, en la réanimant, elle va perdre plus de sang et si elle se vide de son sang, c'est qu'elle est partie. Donc, devant une hémorragie, il faut directement appuyer sur la partie. Donc, je suis secouriste, je vois une victime qui saigne. Vous avez cette victime-là devant, je vois une victime qui saigne. Là, oui. je suppose qu'il est conscient, il saigne de l'avant-bras. Je lui demande directement d'appuyer sur la partie qui saigne. Donc, monsieur, appuyez. Donc, il peut appuyer lui-même sur la partie qui saigne pour arrêter le saignement. En ce moment, le secouriste, pour l'aider, pour aller se protéger, parce que là, c'est indispensable, c'est secourir sans y succomber. Donc, il faut éviter l'infection, donc il doit mettre des gants. En l'absence de gants, il peut mettre des sachets plastiques comme alternative locale. Donc, voilà. Donc, c'est lui-même qui doit, essayer de bloquer. S'il est conscient. S'il n'est pas conscient, c'est moi, je dois le faire. Et comment mais avant vous le de le faites? faire, je me protège d'abord les mains et tout. Alors, pour le faire, pas besoin d'avoir tout le matériel, bande, compresse et tout. Parce que dans un accident de circulation routière, on n'a pas tout cela tout le temps. Un accident n'est pas prévu en fait. Effectivement, ça ne se prévoit pas. Donc, comme on l'a dit, une bande, une compresse peut être improvisée rapidement par un morceau de tissu, n'importe quel linge qu'on peut avoir. Donc, même je suis secouriste, j'ai une chemise, je peux enlever un surplus de vêtements, ou j'ai des vêtements bas, je peux enlever même mon t-shirt pour arrêter l'hémorragie. Il suffit juste d'attacher, de faire un nœud sur la partie qui saigne. Sur la partie qui saigne. Sur la partie qui saigne. Parce que c'est sur cette partie qu'il faut faire la compression. Il faut comprimer cette partie pour arrêter l'hémorragie. Par contre, si c'est une plaie, il ne faut pas attacher sur la plaie. Ah, d'accord. Maintenant, en cas de fracture, que faire? En cas de fracture, ce que le secouriste doit faire, on appelle ça l'immobilisation. Si c'est une fracture de l'avant-bras, on fait l'échappe. Vous pouvez... En fait, c'est pour ça qu'il est devant vous, quoi. Faites les démonstrations sur lui. Vous pouvez le relever. Vous pouvez, peut-être vous asseoir. Alors, très bien. Alors, donc, si nous avons une fracture de son avant-bras, la première chose, c'est que lorsque lui-même il a la fracture, il a le réflexe de garder son avant-bras. Parce qu'il a mal. Alors, le secouriste doit chercher normalement 2 bâtons, 2 bois de même taille pour garder l'avant-bras. Mais si je n'ai pas cela, je peux utiliser un carton souple ou bien un vieux journal ou des feuilles A4. Je peux voir plusieurs feuilles A4 pour soutenir l'avant-bras ici. Et après, de petites ficelles qu'on appelle des liens, j'attache 3 et après, je vais utiliser maintenant un tissu qui a une forme triangulaire. Ça se vend en pharmacie, on appelle ça bandage triangulaire. Je peux l'utiliser. Oui, allez-y. Oui, si vous l'avez là. Donc, monsieur Aranso, ça veut dire qu'obligatoirement, on doit avoir une boîte à pharmacie dans sa voiture? Oui, obligatoirement. C'est une obligation. Est-ce qu'il y a encore un autre mot qui dépasse obligatoire? Parce que malheureusement, il y a de ces véhicules-là qui n'en disposent plus. Et ça, c'est même une infraction. C'est une infraction. C'est ça. Et le matériel qu'il veut utiliser, ce n'est pas dans beaucoup de véhicules. Les gens ne connaissent même pas ça. Ou il y en a même dans le véhicule, on ne sait pas son utilité. Son utilité. C'est ça. Il faut en avoir au moins 2. Au moins 2 par véhicule. Parce que c'est à usage unique. Dès que vous l'utilisez, vous ne pouvez plus suivre la victime pour lui prendre ça. Tout à fait. Ah, d'accord. Ok, c'est à usage unique. Comment est-ce qu'on procède pour utiliser ce bandage? Très bien. Alors, comme je l'ai dit, le préalable, c'est de mettre un carton et d'attacher 3 liens pour ne pas attacher sur la peau de la victime ni à l'intérieur, mais à l'extérieur. Mais après cela, je prends le triangle. Cette partie, c'est le sommet. Le sommet est dirigé vers le coude de la victime. Donc, je prends le triangle. Donc, je vais mettre le sommet vers le coude de la victime pour enlever la... Voilà. Très bien. Et je garde les 2 autres parties qu'on appelle des chefs, comme ceci. Et la victime maintenant peut mettre sa main comme ça. Voilà, vous avez votre main comme ceci. Donc, dans un cas de fracture réelle. Et je fais passer maintenant le lien, le sommet, comment on appelle, le chef, une partie sur le membre atteint et l'autre croisé comme ceci. D'accord. Alors, donc, c'est pour empêcher le mouvement du membre. Alors, là, le bras est immobilisé. Voilà. Et ce qu'il faut faire pour immobiliser, le principe demande d'immobiliser l'articulation qui est en haut
et toutes les articulations qui sont en bas. Donc, on va immobiliser le poignet et toutes les articulations des doigts ici. Donc, chers amis, vous avez ça dans votre véhicule. Donc, voilà à quoi ça sert concrètement. Voilà, donc je vais faire un nœud simple et un nœud coulant qui est facilement détachable, derrière comme ça. Et ici, au niveau du sommet que j'ai mis vers le coude, je vais faire maintenant ce qu'on appelle un tourniquet. Donc, je vais tourner. Ça fait un peu mal. Je dois parler à la victime et l'informer. Monsieur, ça va faire un peu mal, mais c'est pour votre bien. Hein? Donc, c'est pour empêcher le mouvement. Donc, je tourne comme ceci. Voilà. Ça vous fait mal, déjà? Oui, déjà. Voilà. Donc, et je vais juste crocheter à l'intérieur, comme ça. Donc, en attendant de l'amener à l'hôpital, j'immobilise juste comme ça pour empêcher le mouvement ou réduire le mouvement. Et là-bas, à l'hôpital, les agents de santé pourront s'occuper de lui. Voilà. Et si c'est au niveau du pied, par exemple, c'est le même processus? Oui, c'est toujours l'immobilisation, mais la technique sera différente. OK. Si c'est au niveau d'un membre inférieur, par exemple, si c'est au niveau de la jambe droite ici, je peux aussi avoir 2 bois et le faire. En l'absence de cela, je peux utiliser le membre non atteint pour être l'attelle. Comme ça. Oui, pour être le support de l'autre. Pour le support de l'autre. Et je vais attacher ainsi de suite. Mettre des chiffons ou bien aussi des linges comme ça au milieu pour éviter que l'os ne se cogne au niveau des membres. Donc, c'est juste ça. Parfait. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous pour ces précisions. Mais il y a un autre aspect. Oui. Une victime qui semble faire du traumatisme. Que faire lors des traumatismes? Quand on suspecte des traumatismes sur un lieu d'accident? Quel type de traumatisme? Parce qu'il peut en avoir plusieurs. Bon, une victime qui déraille en quelque sorte, qui dérive, qui parle lui seul, ou qui raconte tout. On sent qu'il n'est plus normal. Ok, ça dépend. Parce que tout à l'heure, il y a une partie que nous n'avons pas ratée aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore utilisé le mannequin. D'accord. On n'a pas encore fait la réanimation cardio-pulmonaire. D'accord. D'accord. Je vais reprendre juste une partie de ce qu'il a dit pour aller dans le sens du traumatisme. Tout à l'heure, il dit, lorsque j'ai une hémorragie externe grave et j'ai l'inconscience, l'hémorragie prime. Je dois arrêter l'hémorragie. Oui. Ça dépend de l'artère qui a été sectionnée. Je peux perdre mon sang en moins d'1 minute. Tout ce que j'ai. Or, pour l'inconscience, je peux encore garder la victime jusqu'à 5 minutes au moins. Raison pour laquelle ça prime. Ça prime. D'accord. Après 5 minutes, je ne peux plus récupérer ce qui est gâté. Or, après 1 minute, si le sang s'en va, mais si je fais la réanimation cardio-pulmonaire, parce que lorsque je fais la réanimation cardio-pulmonaire, c'est pour envoyer de l'oxygène. Et c'est le sang qui véhicule l'oxygène. Voilà que j'ai laissé le sang sortir. Ma réanimation cardio-pulmonaire va servir à quoi? D'accord. Donc, c'est pourquoi il faut garder le reste du sang. Maintenant, ce sang qu'on va perdre, ça peut envoyer la victime dans ce qu'on appelle l'état de choc. D'accord. Et lorsque vous parlez de victime agitée, qui va de gauche à droite, une victime qui tombe dans l'inconscience, une victime qui demande de l'eau, qui tombe, tout ça là, on peut classer ça, même une sueur abondante, on peut classer ça dans le cas de l'état de choc. D'accord. Et lorsque vous avez l'état de choc, vous soupçonnez tout de suite une hémorragie externe, interne grave, même si vous ne voyez pas, vous mettez la victime en position anti-choc. En position anti-choc. C'est encore une autre position d'attente qui peut faire rapidement. OK. Je vous suis il faut toujours la tête vers toi. Côté. Voilà. Voilà. Comme ça, les téléspectateurs vont mieux voir. De comprendre et de mieux voir. D'accord. Vous êtes là en train de mettre la victime en position anti-choc. OK. Comme l'a dit l'instructeur, on a suspecté l'état de choc. Donc, je surlève les membres inférieurs à environ 30 degrés du sol. Donc, OK. Voilà. Vous-même, vous êtes assis, vous croisez vos pieds? Oui, parce que là, je n'ai rien. D'accord. Sinon, je peux remplacer moi-même ma position là par une brique, une chaise renversée et tout. L'essentiel, c'est que ses pieds soient légèrement soulevés. Voilà. Exactement. Et je fais le soutien psychologique. Je lui parle toujours, monsieur, ça va, vous allez mieux, ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Les secours sont déjà appelés, ils arrivent. OK. Les membres supérieurs sont croisés sur le ventre. Oui. D'accord. Et ça, c'est la position anti-choc. Ça permet d'éviter que
Là, en fait, parce que celui qui a l'état de choc, ça a dit que son cerveau n'a pas assez d'oxygène. Donc le plaie kiné fait un reflux du sang vers le cœur. Lorsque le cœur va faire son travail de pompe, le sang ira plus vers le cerveau que les membres inférieurs. Parce que là, nous sommes en train de sauver le cerveau. En attendant que les secours n'arrivent. Allez, en attendant donc que les secours ne viennent, et notre ami a déjà eu beaucoup de secours, on va demander à notre modèle de partir. Merci beaucoup. On va prendre le mannequin, voilà le mannequin que vous avez apporté pour pratiquer, montrer aux téléspectateurs comment on fait le massage cardiaque. Alors, donc, dans un cas où, après l'accident, on a fait l'évaluation, on voit que la victime est inconsciente, elle ne respire pas. Première chose à faire, c'est qu'il faut rapidement chercher de l'aide. Donc, alerter pour que des secours médicalisés ou spécialisés arrivent. Alors, pour faire la réanimation cardio-pulmonaire, il faudrait que la victime soit couchée sur un plan dur. Donc, une surface carrelée, terrassée, mais jamais dans un lit à ressort. Sinon, les compressions ne seront pas efficaces. Alors, il faut dénuder la poitrine de la victime, donc pour avoir accès au sternum. Donc pas déshabiller, mais juste dénuder la poitrine. Alors, il y a un creux ici. D'accord. Un creux là, et un autre creux juste là où les côtes se croisent là. Donc, entre les deux creux, donc la ligne entre les deux seins. Oui. D'accord. Bon, et le creux? Entre les deux seins, si vous voulez. Donc, la ligne entre les deux creux là, le sternum, donc on va diviser en deux parties. On laisse la partie supérieure. La partie inférieure, on divise également en deux et on reste sur la partie supérieure. Sur la partie supérieure ici, parce qu'en bas, là, c'est fragile, ça peut vite se briser. Et il faut mettre le talon de sa main. Donc ça, c'est un peu avant le nombril? Oui. Non, le nombril est encore là-bas. Très loin. Au niveau du thorax. D'accord. Nous sommes au thorax. OK. On divise en deux et on reste sur la partie inférieure. On utilise le talon des mains. Est-ce que vous pouvez montrer aux téléspectateurs ce que vous appelez talon des mains? Le talon des mains ici. Voilà, cette partie-là. Donc là, je rappelle qu'on est devant un adulte. Un adulte qui est inconscient et qui ne respire pas. Donc pour un adulte, je peux même renforcer avec ma seconde main. Oui, allez-y. Et je vais faire 30 compressions thoraciques et ensuite 2 insufflations. Alors pour les compressions thoraciques, il faut suivre un rythme de 100 à 120 par minute. Donc, les 30 compressions à environ 15 secondes. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sans s'arrêter. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oui, sans s'arrêter. Et surtout, les coudes doivent être bien verrouillés. D'accord. Ouais, mes coudes étaient bien verrouillés. Et juste après les 30 compressions, je fais maintenant 2 insufflations. Je pince le nez. Je bascule la tête vers l'arrière. OK. OK, là, pour faire le bouche à bouche. En réalité, vous soufflez dans sa bouche. Oui, je souffle dans sa bouche. Je lui envoie de l'oxygène. C'est ça, bouche à bouche. C'est ça, le bouche à bouche. Bouche collée à la bouche. Ah, c'est ça. Vous soufflez là-dedans pour lui apporter de l'oxygène. Voilà. Mais depuis quelques temps, avec ce que le monde a traversé en 2020, les experts en premier secours disent qu'on peut se passer des insufflations pour l'adulte. Pour une réanimation d'un adulte, on peut juste faire des compressions thoraciques. Pour faire un résumé, il faut dire donc que le massage cardiaque, c'est avec le talon de la main que l'on le fait. On supporte les deux mains et puis on applique 30 pompes. Compression. OK. Et hier, je me rappelle que M. Awaso nous parlait de 1 million, qu'il faut parler de 1 million, puisque c'est l'expression. Une seconde, ça fait 1 million. Qui fait ça que coûte cher, hein, une seconde. Voilà, l'on compte les secondes. Allez. Merci beaucoup. Oui, franchement, merci. On va s'en arrêter là. Merci beaucoup, M. Aransou. M. Adebiaye, merci également à vous pour toutes ces précisions. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci, M. Sura également tout. Merci de nous avoir apporté toutes ces informations.